Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre de belles étoiles sur Apple Podcasts, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, la petite voix continue, c'est parti! Bonjour, on retrouve aujourd'hui Bruno Clavier, psychanalyste, pour parler concrètement de nos fantômes familiaux. Comment savoir si l'on en souffre? Quels en sont les symptômes? Et une fois qu'on a compris qu'il y avait des fantômes dans notre famille, comment remonter le fil des générations pour aller jusqu'à eux et les mettre à découvert? Voilà les questions qu'elle répond Bruno dans cet épisode de La Petite Voix continue. Bonjour Bruno et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour La Petite Voix continue. C'est donc un épisode dans lequel on va apporter des conseils hyper concrets à ceux qui nous écoutent, en l'occurrence sur votre thème de prédilection, qui sont les fantômes familiaux. Après l'échange qu'on a eu la semaine dernière, c'est difficile de ne pas vouloir en savoir un petit peu plus, notamment sur, si on ressent que nous, dans notre famille, dans notre lignée, dans notre histoire, il y a des fantômes, et ben, par quel bout est-ce qu'on est censé commencer pour les débusquer et être plus en paix? Alors pour les débusquer, les fantômes familiaux, alors faut bien faire attention, hein. La première des choses, de ce que j'avais dit, c'est qu'une personne, elle porte 2 choses, elle porte ses traumatismes et puis les traumatismes de ses ancêtres. Faut déjà être bien sûr que c'est, des fantômes familiaux. Parce qu'il faut pas qu'il y ait de confusion. Il y a des personnes qui ont de la confusion comme ça et qui du coup, pour pas travailler leur propre, traumatisme, parce que c'est pas simple, vont dire: «Ah bah Ah! ça, je suis comme ça parce que c'est la faute de ci, de ça, de au-dessus et tout ça» et des fois, ils se trompent. C'est juste leur histoire à eux. Bon, mais ça s'intrigue toujours avec les histoires parentales en même temps et puis de la famille. Donc il y a toujours, quand même une connexion. Est-ce qu'on peut dire que les symptômes d'un fantôme peuvent être différents d'un traumatisme qu'on a vécu nous-mêmes? Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, alors c'est moins visible pour les adultes, c'est pour ça que c'est beaucoup plus confus pour les adultes que pour les enfants, parce que chez les enfants, c'est très clair, puisqu'il n'aurait rien arrivé et ils vont faire des trucs bizarres. Alors là, moi je sais tout immédiatement que c'est un fantôme. Bon, alors je vais te donner un exemple. Par exemple, on va distinguer la peur de la phobie. La peur, c'est souvent quelque chose qui nous est arrivé, et la phobie, Ouais. c'est plus facilement, mais pas toujours, mais c'est quand même plus facilement un fantôme. Heu, Qu'est-ce qui distingue la peur de la phobie? C'est que dans la phobie, vous avez l'évitement. Vous n'avez pas l'évitement dans la peur. En tout cas avec les enfants, dès qu'il y a des phobies, c'est certain, c'est un fantôme. Donc c'est important parce que en général, mais pas toujours, quand le trauma est personnel, on aura plus de la peur que de la phobie. La phobie est très bizarre et donc elle témoigne plus particulièrement, comme les obsessions, elle témoigne de fantômes quand même. OK, mais si on a comme ça quelque chose, une phobie hyper envahissante, et on est incapable de remonter le fil et de comprendre d'où elle vient, peut-être que là, on a un indice, d'un fantôme familial. Voilà, alors soit ça va être pareil, si c'est personnel, ça peut être quand même quelque chose dont on serait amnésique, par exemple, mais ça peut être aussi, un fantôme familial parce qu'il y a eu un secret. Alors ça, c'est quand même très, comment dire? C'est des choses qu'on repère justement dans les phénomènes bizarres, phobiques, et ou obsessionnel, ou alors qu'on revoit ça c'est très intéressant pour les femmes, surtout dans les histoires d'amour, hein. C'est ce que j'appelais le fantôme de prince charmant. J'explique ça avec un cas, c'est une femme qui me l'a fait découvrir il y a assez longtemps. Cette femme était mariée et elle était amoureuse à son travail d'un homme, qui voulait pas d'elle. Donc elle s'est mise à faire une dépression. J'avais pressenti que c'était bizarre parce qu'elle n'arrivait pas de se guérir, puis je trouvais que ça avait pas de sens d'être amoureuse d'un homme qui voulait pas d'elle et puis, en plus, elle disait qu'elle était plutôt heureuse avec son mari. Donc qu'est-ce que c'était que cette histoire? Et puis finalement, sa mère était morte et on s'est aperçu que en fait, c'est sa tante qui lui a dit que sa mère avait un amant.
elle est presque morte de chagrin d'avoir été obligée d'abandonner l'amant pour le père de la jeune femme. Et en fait, ils avaient le même prénom. L'amant de la Au mère boulot, ok. et celui pour qui elle était folle amoureuse, ils avaient le même prénom. Donc voilà, ça c'est un fantôme. Incroyable. Donc ça, c'est voilà un exemple de fantôme. Donc on peut, si on fait des trucs bizarres, on peut se poser la question d'un fantôme. C'est dès que c'est un peu bizarre. Voilà. Dès que ça déborde un peu trop, en fait, dès que ça prend trop de place, que c'est pas logique. Dès que ça n'a pas de sens, c'est ce que vont dire ceux qui ont inventé le terme de fantôme, là, Nicolas Abraham et Mariette Roch, qui disent c'est quand il y a des bizarreries. Maintenant qu'on a identifié les symptômes, enfin comment le fantôme pouvait se présenter à nous et venir un peu nous gratouiller dans notre vie, si on a compris qu'il y en a un ou plusieurs, j'imagine qu'il peut y en Oh avoir oui, il y en a plusieurs, beaucoup. qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, par exemple, l'araignée, bah, voilà, j'ai une peur phobique des araignées, je peux même pas aller me balader, c'est horrible, ça m'empêche de faire des choses qui certainement m'éclateraient. Bah, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors ça, il faut. Alors bah, c'est pareil, c'est un gros chantier une fois qu'on travaille là-dessus parce que c'est pareil, il faut, si possible, bah, on va voir un psy adéquat, celui qui irait, qui est un peu au courant de ça et qui peut savoir, est-ce que ça revient à quelque chose de ma vie personnelle, de mon enfance, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment très transgénérationnel? Et souvent c'est les deux. Quand on remonte et qu'on trouve, et ben ça se calme, ça se soigne quand même. Hein, et pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Avec les enfants, c'est immédiat dès qu'ils en entendent parler. Mais pour les adultes, dès qu'ils peuvent le savoir, ça peut être quand même assez important. Hein, je pense comme ça à une femme qui avait travaillé avec moi et qui était, elle faisait jamais de rêve, elle était presque psychotique. Et puis elle fait un seul rêve en 3-4 ans de thérapie. Hein, elle m'amène une fois un rêve. Elle me dit j'ai rêvé que mon père avait des cornes. Alors je lui dis vous savez ce que ça veut dire? Elle me dit non. Bah, je dis bah ça veut dire qu'on est cocu. Mais on discute et on voit que son père et sa mère sont d'une fidélité totale. C'est impossible. Et le temps se passe et puis quelques mois après, elle est en train de faire de la généalogie justement dans un endroit d'archives à la mairie de Paris et elle tombe dans les pommes. Elle a un malaise et sa mère l'appelle et lui dit tu sais ce que je viens d'apprendre. Je ne suis pas la fille de mon père. Et en fait, quand elle a appris ça, c'était au moment où sa fille a elle-même tombé dans les pommes. C'est extrêmement intéressant. Hein, c'est-à-dire qu'elle avait rêvé qu'il y avait eu quelqu'un mais c'était pas son père. C'était son grand-père qui avait été cocu. Et voilà, donc là, on avait vraiment la fille portait vraiment le fantôme de sa mère. C'était pas son histoire. C'est incroyable. Donc quand même, il y a un moment, si on veut s'attaquer à ces fantômes-là, il va falloir s'asseoir. C'est quoi? On fait son arbre généalogique et puis on fait le point sur chacun? Oui, toujours, c'est tellement instructif. Mais alors, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu spécialisé là-dedans, mais c'est extrêmement instructif, l'arbre généalogique. Ça vous apprend des trucs, les actes d'état civil, les trucs, vous découvrez toujours c'est une mine d'or. Et justement, tout ce qui est collatéral, c'est-à-dire, c'est pas du tout le côté généalogique classique où on s'occupe pas des collatéraux. En général, on fait une ascendance, on va dire pure, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi? On va aller gratter dans l'histoire de chacun de ses ancêtres? Mais oui, bah, si vous découvrez, je sais pas, imaginez que vous découvrez que vous avez un ancêtre qui a été au bagne, qui a été déporté au bagne, vous le savez pas, c'est un secret de famille. C'est extrêmement important, ça va avoir des conséquences sur toute la famille. Est-ce qu'une fois que c'est réglé, si nos parents ont fait le job, ils ont nettoyé leur histoire, ils ont fait ce qu'il fallait par un psy ou autre? Ah, pour les enfants, j'ai toujours vu que c'était radical pour les enfants. Ok, donc en fait, ça se transmet jusqu'à ce que quelqu'un retrousse ses manches et se dise, bon là, il y a un peu de boulot, je vais nettoyer pour ma famille et mes enfants par la même occasion. Oui, bien sûr. Mais il y a, là, vous l'évoquiez par exemple avec le bagne, l'histoire des secrets de famille. Comment je fais par exemple pour savoir que mon grand-oncle que je n'ai jamais connu parce qu'il est décédé avant ma naissance, etc., comment je fais pour savoir que lui, il lui est arrivé un truc qui aujourd'hui a une incidence dans ma vie à moi? Peut-être que personne dans la famille n'a jamais connu son secret. Comment on fait pour remonter? Eh ben, c'est très compliqué. Alors, le secret, on va le pister par des hypothèses, notamment les hypothèses à partir des bizarreries. Moi, j'en ai fait beaucoup d'arbres généalogiques. Je connais beaucoup d'histoires de famille, donc du coup, il y a un peu j'ai un peu des références. Cette mémoire, elle est en nous.
Donc après, il y a des méthodes aussi pour aller rechercher cette mémoire en nous. Faut comprendre que c'est comme si elle était inscrite dans nos gènes. C'est-à-dire, on sait en nous tout ça. Et on peut aller les chercher par des méthodes d'état modifié de conscience. Ok. Il y a diverses méthodes pour ça, pour essayer de repérer ces secrets de famille. Mais qui vont faire qu'on va se reconnecter à l'ancêtre dont on sent que c'est lui, c'est autour de lui qui a un nœud. C'est-à-dire qu'on va aller se reconnecter à l'information. Et à partir du moment où on a l'information, ça s'apaise en nous parce qu'on se dit ah mais j'ai compris. Et voilà ce qui se passe. Quand même, dans ce travail-là, sur nos fantômes familiaux, si on pressent qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quand même tout ce travail à faire sur notre lignée. Oui, c'est ça. Il faut faire parler les vivants en faisant attention à eux d'abord de pas leur faire peur parce que tout le monde a peur de parler d'histoires de famille. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, de pas prendre pour argent comptant ce qui est dit, sauf que ce qui sera dit sera quand même révélateur, mais ça peut être absolument faux. C'est-à-dire que vous avez des familles qui transportent des mythes qui sont faux, mais qui sont révélateurs de quelque chose. C'est ça. Donc quand même, les informations qu'on pourra récupérer auprès des personnes de notre famille, à prendre avec des pincettes parce que eux-mêmes portent des fantômes et donc ont peut-être pas réglé toutes leurs histoires et potentiellement. Oui, puis il y a des secrets, il y a des trucs. La famille, c'est comme les gouvernements, la politique. Il y a des services secrets, il y a des mensonges. C'est pareil, les C'est une familles. belle façon de le dire. Les familles, vous avez les services secrets, bah oui, vous avez les mensonges d'État, les choses comme ça. Il y a des choses qu'on prend pour comme elles sont, et on va s'apercevoir que c'est pas vrai, que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il y a pas, tout est signifiant et intéressant à savoir, mais il faut savoir que ça peut être faux, et surtout quand ça tient pas debout. Mais les familles sont capables de véhiculer des choses qui ne tiennent pas debout. Oui, je pense à une famille comme ça, moi j'ai même ça dans ma famille, mais il y a une famille comme ça où il y avait une petite fille de 4 ans étouffée par un chat. Bon, et tout le monde disait: «La petite là, elle a été étouffée par un chat». Puis j'ai travaillé avec cette femme-là, bah non, à 4 ans, on n'est pas étouffé par un chat. Quel est l'enfant de 4 ans qui serait étouffé par un chat? Enfin, je veux dire, je sais pas, tous ceux qui ont un enfant de 4 ans savent très bien, c'est absolument impossible. Et qu'est-ce que ça cachait? Ben, il avait été ébouillanté. C'est un enfant qui était mort ébouillanté par la faute de la mère, donc on enlève la faute et on dit: «C'est le chat». Et après, tout le monde raconte que c'est le chat. Et oui, et tout le monde va porter le fantôme parce qu'évidemment, c'est valable pour tout. Si vous avez quelqu'un qui s'est suicidé et qu'on dit ah, ben, il a eu un accident. Ben non, non, non. Tout le monde sait qu'il est suicidé. C'est un inconscient familial et collectif qui lui sait. C'est pour ça que je dis toujours, les enfants, il faut leur dire ce qu'ils savent déjà. On leur apprend rien, ils le savent. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on en parle. Alors là, pas pour débusquer nos propres fantômes, mais pour aider nos enfants à pas porter des fantômes qu'on pourrait leur donner de notre famille. Vous le montrez très bien dans votre livre. En fait, les enfants, ils sont capables de tout entendre. Notamment, par exemple, quand on parle d'abus sexuels, si c'est arrivé à un de leurs parents, etc. Il est préférable de le leur expliquer avec des mots qui leur sont accessibles, etc. Mais au moins, en fait, du coup, le fait de le dire, ça va les libérer, tandis que si on leur dit pas, ils le savent et ils vivent avec un truc qui est trop lourd pour eux. Voilà, il faut leur dire puisqu'ils le savent, avec les mots qu'il faut, bien sûr, et évidemment, c'est toujours pour protéger les enfants. On veut pas leur dire que le grand-père qu'ils adorent, il est mort. On veut pas leur dire, mais ils le savent. Donc il va falloir leur dire d'une certaine façon. Si vous leur dites pas, ils vont commencer à faire un bug, puisqu'ils savent. Ça, c'est un bon conseil aussi à prendre, hein, à soi en tant que parent sur comment gérer effectivement des sujets qu'on peut penser difficiles. Voilà, mais d'être prudent quand on révèle aussi, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi, beaucoup de parents révèlent en séance. Pourquoi ils révèlent en séance à leurs enfants? Parce que je suis là. Moi, je fais tampon. Mais si je suis pas là, ils peuvent pas sombrer en larmes devant leur enfant en disant ah ils veulent les protéger, ils ont raison et c'est traumatique pour l'enfant. Tandis que quand il y a le psy qui est là, il fait un sas qui permet qu'il y ait moins de traumatisme directement, enfin du parent à l'enfant. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres conseils sur comment travailler sur nos fantômes familiaux? Bah, juste voilà de faire des recherches, d'être vigilant, c'est-à-dire de pas croire tout le monde sur parole, en même temps d'être plein de bienveillance. Hein, tous ces gens-là n'ont fait que comme nous, que ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient.
Et donc ça, mais en même temps, ils ont un devoir de mémoire. Il y a un devoir de mémoire, c'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on peut demander à notre famille, c'est racontez-nous. Puis voilà. Après, on en fera ce qu'on en veut, mais racontez-nous, mais ne soyez pas taiseux. Bon, jolie conclusion. Ben oui. Merci Bruno. Eh ben merci beaucoup. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions, vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.